Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à mon ami professeur Jamal Belkhader, à notre président de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, et une fierté encore une fois pour notre pays, pour ses réalisations, pour la lutte contre le diabète et les maladies métaboliques. Alors, on m'a demandé de faire une conférence sur l'intelligence artificielle ou le e-health, mais j'ai voulu être très pratique parce qu'il y a tellement aujourd'hui de conférences sur le e-health, sur la télémédecine, sur l'intelligence artificielle, que j'ai voulu partager avec vous des expériences extrêmement intéressantes sur le terrain et en choisissant un cas d'école intéressant qui est important pour notre pays puisque 10% des Marocains adultes sont diabétiques, et j'ai voulu voir avec vous dans quelle mesure est-ce que le e-health ou le e-santé, comment est-ce qu'il peut contribuer à la lutte, à la prévention, à la prise en charge du diabète dans un contexte, par exemple, marocain. Et donc, c'est l'objet de ma communication aujourd'hui. Alors, voyons qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Si on voit les patients diabétiques et le e-santé, on constate que 20% quand même des personnes diabétiques utilisent au moins une application mobile pour gérer leur maladie. C'est très important. C'est-à-dire un patient sur 5. Un patient sur 3 connaît les applications qu'il utilise, mais cette fois-ci grâce à son médecin. Donc, vous voyez le rôle du médecin. Également, ce qui est important comme chiffre à retenir, c'est que 50% seraient prêts à utiliser une application pour gérer leur diabète, mais si c'est recommandé par un médecin. Donc, je commence tout de suite par ouvrir et fermer une parenthèse. Le e-health, l'intelligence artificielle, le e-santé ne remplace pas le médecin. Le médecin reste une pierre angulaire, cruciale et fondamentale, tant dans la prévention primaire, secondaire que tertiaire des pathologies, et particulièrement donc du diabète. Et on verra comment est-ce que le e-health ou le e-santé peuvent être utiles à travers donc le médecin pour une meilleure prise en charge des patients. Alors, cette publication déjà en 2019 était intéressante parce qu'elle s'est intéressée à une seule chose. On va commencer par voir dans quelle mesure est-ce que la technologie de la télémédecine va jouer un rôle dans la prévention. On n'est pas dans la prise en charge, on est dans la prévention. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce que, au lieu qu'un patient aille voir son diabétologue, son endocrinologue, son médecin généraliste, que sais-je, est-ce que la télémédecine peut jouer un rôle important, et particulièrement dans les zones reculées? Et en fait, ce que ces chercheurs ont voulu montrer, c'est que autant on a l'impression que la prévention est une prévention primaire, mais des fois, il est extrêmement important de considérer la prévention secondaire et tertiaire dans le cadre du diabète. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont essayé de voir les complications chez le diabétique. Et ils se sont intéressés à la rétinopathie diabétique et à la rétinopathie proliférative donc du diabétique. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont comparé le rôle de la télémédecine et du dépistage à distance avec une prise en charge classique pour le dépistage de la rétinopathie. Et ils ont démontré dans cette étude particulière que grâce à la téléophtalmologie, eh bien, ils ont permis plus de dépistage de rétinopathie diabétique qu'avec le dépistage classique. Eh bien, c'est classique, c'est-à-dire le parcours de soins classique du patient. Parce que le patient peut, dans certaines situations, même s'il lui recommande l'endocrinologue ou le médecin généraliste, ne va pas aller faire son fond d'œil, ne va pas aller faire son examen ophtalmologique. Eh bien, par exemple, la téléophtalmologie a permis donc de dépister plus rapidement et de façon plus efficiente cette pathologie. En fait, les bénéfices de la télémédecine sont à plusieurs niveaux. Ce n'est pas uniquement au niveau de la prise en charge, mais c'est la prise de conscience des maladies chroniques, sur la maintenance et l'observance au traitement. Il va réduire les dépenses en frais donc, de déplacement. Il va améliorer l'accès aux services donc, de santé, et il va également améliorer la qualité de vie des gens, leur engagement et leur satisfaction. Donc, la télémédecine, ce n'est pas un outil uniquement technique, c'est un outil qui peut avoir des retombées sur différents déterminants de l'utilisation des services de santé. Évidemment, il y a des obstacles, hein, et nous les connaissons même dans le contexte marocain. Le premier obstacle, c'est qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus cher. Le deuxième obstacle, c'est qu'on a l'impression qu'on va rentrer dans la vie privée des gens, qu'il y a une caméra qui nous surveille. Le troisième obstacle, et il est important, c'est qu'il y a une rupture de relation avec le fournisseur de soins. On a l'impression
que ça y est, on est devenu des robots, on n'a pas de contact avec notre endocrinologue, avec notre médecin généraliste, et donc on est déconnecté de l'humanisation donc, des soins. Et enfin, le dernier élément, c'est qu'on a peur, évidemment, de la confidentialité de l'information. On a l'impression que c'est parce que c'est la technologie, c'est le e-health, e-santé, ça veut dire que nos dossiers médicaux sont partagés un peu partout. Eh bien, ce sont ces 4 grands défis ou obstacles qui expliquent que la télémédecine ne s'est pas autant développée pour cette pathologie. Alors, elle ne remplace pas le médecin, mais elle joue un rôle d'appoint important. Alors, cet article est très important parce qu'il va parler de 2 grands projets dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le Télésage et le Diabet-E, qui sont 2 grosses études extrêmement intéressantes, dont chacune a des objectifs particuliers, donc que je vais partager avec vous dans quelques instants, et voir comment est-ce que l'évolution des concepts de technologie ont permis de répondre à des questions intéressantes et ont permis de soutenir et d'aider le médecin généraliste, l'endocrinologue dans la prise en charge du diabétique, au même titre qu'un dextro, au même titre qu'un stéthoscope, au même titre qu'un bilan biologique d'une hémoglobine glyquée, par exemple. Nous allons le voir dans quelques instants. Alors voilà comment ça se passe, c'est que finalement, il y a une sorte d'organisation, de network, si je peux ainsi m'exprimer, à travers différents centres au niveau donc, du monde, où on va faire une sorte de télésurveillance du diabétique avec tous les éléments qui peuvent le concerner, que ce soit avec une application sur le téléphone, un dossier médical qui est connecté, un ordinateur du médecin également qui est connecté, une réponse donc téléphonique, une géolocalisation, et tout ceci au profit donc du patient et de la prise en charge de sa maladie. Regardez, c'est assez compliqué, c'est une organisation assez importante et qui va voir 2 choses. Est-ce que nous sommes efficaces dans le suivi des patients? Est-ce que nous sommes efficaces dans la mesure des indicateurs d'évolution de la maladie, hémoglobine glyquée, comorbidité, qualité de vie, etc. Et est-ce que nous avons apporté un bénéfice supplémentaire à nos patients? Est-ce que nous avons réduit la charge morbide et la charge financière de nos patients? Alors, voici comment ça se passe. Regardez le flux d'informations. Vous avez le patient. Je l'ai mis dans une situation agréable pour vous montrer que ce n'est pas une surveillance ou une prison ou quelque chose qui est complètement fermé. Nous avons le patient qui est en contact avec ce qu'on appelle le telemonitoring devices. Ça veut dire simplement le suivi avec un certain nombre donc d'applications qu'il peut avoir sur son téléphone, sur sa montre, ce que vous voulez. Puis ensuite, on passe à travers un gateway, c'est-à-dire une sorte de porte. Et ensuite, derrière cette porte, il y a le traitement donc de l'information. Et avec derrière, il peut y avoir un centre médical, un chercheur, une infirmière, et qui, eux tous, sont branchés sur un feu vert, un feu orange ou un feu rouge, au profit évidemment donc de ce patient, et cela fonctionne en coordination mais en temps réel. Alors par exemple, regardez l'étude Télésage, c'est très intéressant, ils ont pris 3 groupes dans cette étude, un groupe témoin et un groupe qui a les 2 systèmes, la télémédecine diabéto-TM, un qui est assisté par médecin, l'autre qui est assisté par un infirmier et des téléconsultations, et un autre qui va avoir les tâches déléguées par un diabétologue. Donc, ces 3 groupes, et on va mesurer un certain nombre donc, de données. Et à 6 mois, on a vérifié l'hémoglobine glyquée, comment elle était dans les 3 bras de l'étude. Et on a constaté, et c'est très intéressant, on a constaté que les taux moyens d'hémoglobine glyquée étaient totalement donc différents au niveau des différents groupes. Et ceux qui avaient le groupe qui était en télésurveillance, en téléconsultation, en télédiagnostic, en télémédecine, pour faire une synthèse, avaient de meilleurs chiffres, c'est-à-dire une réduction de l'hémoglobine versus les personnes qui n'avaient pas cette télésurveillance assistée. Je rappelle qu'il s'agit d'une télésurveillance assistée, c'est-à-dire il y a toujours le médecin, il y a toujours l'infirmière, mais qui sont derrière un passage, derrière une porte et qui surveillent l'évolution d'un patient. Et donc, on a vu un petit peu que les personnes qui étaient sous télésurveillance avaient passé plus de temps à suivre les recommandations du médecin, à faire les consultations nécessaires et à être plus observants
que les autres. Alors, voici un petit peu l'organisation. Je vous la montre ici. Et regardez, les médecins n'ont pas été exclus. Il est là. Regardez, le diabétologue, il est là, le diabétologue. Le patient, il est là. Et ensuite, nous avons toute la plateforme, toute la technologie, mais en aucun cas, le diabétologue à ce niveau, ou alors les infirmières ou les autres médecins ne sont exclus de ce système, de ce parcours de soins que je dis virtuel. Nous connaissons le parcours de soins classique et là, c'est ce qu'on appelle le parcours de soins virtuel. Regardez les données. On a des données qui sont évidentes. Regardez l'évolution de l'hémoglobine glyquée qui a changé déjà à partir de 3 mois et puis donc de 6 mois, une différence avec les groupes qui étaient sous télésurveillance ont amélioré, toutes choses par ailleurs étant égales, bien évidemment, c'est-à-dire que le point de départ, c'était des groupes comparables, eh bien, ils ont une amélioration de leur hémoglobine glyquée et de façon assez quand même assez importante. Ils ont perdu à peu près entre 0,5 et 0,7 points en matière donc d'hémoglobine glyquée. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est le diabète I projet qui est important. C'est une plateforme qui va gérer cette fois-ci la détérioration de l'état de santé du diabétique et qui va créer des sortes de systèmes d'alerte pour toute aggravation de l'état. Est-ce que le diabète avec hypertension, avec maladie cardiovasculaire, avec insuffisance rénale, et on va avoir des capteurs médicaux et qui ne sont pas intrusifs, ils sont connectés, mais ces capteurs qui vont mesurer un certain nombre de paramètres qui traduisent la complication et la mauvaise évolution. Par exemple, ça peut être des alertes qui sont liées au fait que la personne n'a pas fait son bilan biologique, une alerte parce qu'il n'a pas consulté son médecin, une alerte parce que sa pression artérielle a augmenté, une alerte parce que son hémoglobine glyquée s'est détériorée. Et donc, un système d'alerte avec une sensibilité, une spécificité extrêmement importante et des valeurs prédictives positives et négatives. Et il y a, au cours de cette étude, une génération de mesures et ces différentes mesures créent des alertes chez les patients. Et derrière cette fameuse gateway dont j'ai parlé tout à l'heure, cette porte, il y a le diabétologue qui va pouvoir réagir. Et donc, on a permis d'éviter des complications grâce à un système d'alerte. C'est l'objet de ce projet. Voilà, je vous le mets ici en face. Grâce à un certain nombre donc, de capteurs, ce sont énormément donc, de capteurs qui ne sont pas intrusifs, qui sont discrets. On a permis donc d'éviter les complications. Donc tout à l'heure, on était dans la prévention primaire, puis prévention secondaire, et là aussi, on est dans la prévention tertiaire. Voilà, et aujourd'hui, ça existe et c'est totalement applicable. Alors évidemment, clairement, la télémédecine a permis de mieux contrôler l'index glycémique donc, chez des patients diabétiques, l'hémoglobine glyquée, a permis évidemment de mieux surveiller la pression artérielle, mais par contre, il n'y a pas eu d'amélioration par rapport au niveau de cholestérol, par rapport à l'IMC et par rapport à d'autres unités, j'allais dire, de paramètres cliniques. Donc, c'était important. C'est surtout l'insulinorésistance, l'hémoglobine glyquée, mais pas sur d'autres paramètres. Et on le voit ici également, clairement montré que oui, l'hémoglobine glyquée s'est améliorée. Alors, on a perdu des fois jusqu'à moins 0,45 dans certaines situations, mais pas d'effet sur un certain nombre d'autres paramètres. Et ce qui est important, c'est que dans cet état de connaissance, on a pu démontrer que si on faisait ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, on pourrait économiser. Ça n'a pas été fait dans des pays comme les nôtres, mais ça a été fait au niveau de la zone MENA de l'Organisation mondiale donc de la santé. On pourrait économiser quelque chose à peu près comme 32 000 dirhams par année de vie ajustée par diabétique s'il était surveillé en évitant évidemment les complications, les macro- et micro-angiopathies, c'est-à-dire en faisant de la prévention secondaire et de la prévention tertiaire. Ça aussi, c'est un projet très intéressant. C'est le telehealth self-management avec des infirmières qui a donné d'excellents résultats, mais en agissant sur les autres paramètres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mesures hygiénodiététiques. On n'a pas agi sur les mesures technico-biologiques, mais sur les mesures hygiénodiététiques. Ça a été publié en 2020. Excellents résultats. Voilà, et c'est ce qu'on appelle maintenant de plus en plus la médecine des 4 P ou des 5 P, qui est prédictive, qui est de prévention, qui est personnalisée et qui est participative. Eh bien, voyez qu'aujourd'hui, la santé numérique devient aujourd'hui un outil supplémentaire pour le médecin, au même titre, regardez, que son stéthoscope, au même titre qu'un autre
qu'un certain nombre d'autres éléments. Cette étude, et je terminerai par ça, qui a été publiée en 2021, elle vient encore beaucoup plus loin. Elle a démontré que la télémédecine, dans un essai randomisé en double aveugle, elle a montré que cette télésurveillance et ce télécoach, entre guillemets, de façon digitale, on a coaché les gens de façon digitale, et bien on avait de meilleurs résultats, on a amélioré l'insulinorésistance, et vous savez ô combien l'insulinorésistance est importante, aussi bien chez le diabétique ou également pour éviter un syndrome métabolique, avec vraiment une excellente amélioration. On a comparé un groupe qui a eu un coaching par voie digitale comparé à un autre groupe qui n'a pas eu de coaching, et celui qui a eu le coaching a eu de meilleurs résultats. Voilà l'exemple avec des SMS qui sont envoyés, des WhatsApp, et les résultats sont extrêmement intéressants. Voici le coaching, comme je viens de le dire, qui a donné de meilleurs résultats puisque nous avons eu un groupe témoin qui, lui, a eu une progression d'à peu près 22% de la résistance, de l'insulinorésistance, comparativement au groupe qui a eu ce coaching. Voilà un petit peu également cette étude qui vient de le confirmer, avec également d'autres paramètres. Et dans cette étude, elle va parler des paramètres psychologiques et des paramètres de la dépression, qui montrent également que la télémédecine a permis de faire de la prévention. J'insiste sur ça, elle ne remplace pas le médecin, mais elle fait de la prévention. Et ces tableaux de résultats vous le démontrent clairement sur les différentes études qui ont été déjà publiées depuis 2007. Alors, je terminerai encore une fois par des Européens qui sont partis plus loin que nous. En Belgique, par exemple, ils sont partis dans les soins de santé de base. Ils sont partis, et le Maroc pourrait être intéressé, puisque la santé primaire, la médecine préventive, la médecine de famille, la médecine au niveau des soins de santé ou des cabinets médicaux doit être prioritaire et au cœur de la refonte de notre système de santé. Eh bien, ils ont testé ça au niveau des centres de santé et des cabinets médicaux avant l'hôpital et avant des choses plus sophistiquées. Et là aussi, les résultats sont assez impressionnants. J'espère que dans le contexte marocain, on pourra franchir ce pas. En conclusion, chers amis, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. La télémédecine est un outil précieux, qui est rentable, qui est fiable, c'est clair. On l'a vu tout à l'heure avec ce qu'on peut économiser, 32 000 dirhams par patient diabétique en matière de complications, macro et micro-angiopathie. On va améliorer la qualité des soins, on va améliorer l'accès, surtout dans les zones reculées, mais on va jouer un rôle important dans la prévention et la détection des complications du diabétique, des macro et micro-angiopathies. Évidemment, attention, on va également combler le fossé entre la santé primaire, la santé secondaire et la santé tertiaire, c'est-à-dire entre l'hôpital local, préfectoral, régional et le CHU, entre le cabinet médical et la clinique, et entre le secteur public et privé. Donc, pensons au fait que ça permet de réduire les complications, et si ça réduit les complications, eh bien, ça réduit la charge sur la poche donc des patients, car je rappelle encore une fois que le diabète nous coûte au Maroc 12 milliards de dirhams par an, c'est-à-dire la moitié du budget du ministère de la Santé. Ma dernière phrase veut tout dire dans cette communication. La télémédecine, le e-health, la santé, dans l'exemple du diabète, qui est une pathologie prioritaire au Maroc, ce n'est pas une fin en soi, ça ne remplace pas le médecin, bien au contraire, c'est un nouvel outil qui ne remplace pas le médecin et qui, au contraire, va donner au médecin plus de possibilités pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie du patient diabétique. Merci beaucoup, chers amis, et encore une fois, merci à notre président, le professeur Jamel Belkhadir, pour son congrès et pour son invitation.